Donc l'idée c'est de vous faire dialoguer les uns avec les autres. Ce côté marionnette. En quoi est-ce que la BD peut constituer un format d'exception pour le traitement des questions de genre, par exemple? Vous avez 20 minutes. On a combien de temps? Oui, c'est ok, alors, caucus. On se met d'accord. Et pourquoi pas? Non, pour commencer, moi je dirais tout simplement que pour moi, la bande dessinée, on a la chance finalement d'être une sorte de genre mineur à la base. C'est-à-dire qu'on n'a pas ces espèces de poids monstrueux de l'histoire de la littérature, par exemple, qui handicapent le roman français à l'heure actuelle, qui est en état de coma dépassé. Et on a la chance d'être quand même dans un médium qui est extrêmement vivant et en perpétuelle révolution. C'est-à-dire qui est en train de faire constamment la révolution et dire « Ah, ça y est, il y a quelque chose de neuf qui arrive ». En ce moment, en plus, il y a le numérique qui est en train de reposer encore d'autres questions. Donc le fait d'être dans un territoire qui se vit encore comme une sorte de terrain d'expérimentation est déjà quelque chose de très riche. Et cette question du genre est une chose en plus nouvelle, relativement, on va dire, dans ce terrain-là. Donc, du coup, il y a des choses à faire. Et on n'a pas l'impression de refaire le Xème roman français autobiographique sur l'histoire d'un BD ou sur parce que ça n'a pas été fait et ça c'est génial en fait d'être dans un endroit où les choses ne sont pas encore faites, où il reste des choses à faire. Ouais. Non, au-delà de ça, je pense que c'est une grenade en plastique en fait. C'est comme tu dis, c'est un genre mineur et en fait je pense que ça peut être facilement subversif en fait. C'est-à-dire que les gens se méfient pas d'une BD. Il y a un côté, c'est pour les enfants quoi. C'est gentil, c'est tout petit. Et finalement, c'est peut-être une très bonne manière d'arriver avec un truc qui peut vous péter la gueule, mais qui a l'air en fait tout gentil à la base. Donc peut-être effectivement pour ça peut être intéressant aussi. Je suis assez d'accord avec ça et j'ajouterais qu'à mon avis, il y a un intérêt particulier à la BD qui est qu'on choisit totalement la représentation, contrairement à certains autres types de... je sais pas, par exemple le théâtre ou le cinéma où on doit quand même travailler avec des bases de matière vivante et réelle, quoi. Alors que bon là, en l'occurrence en bande dessinée, tout est malléable, tout est flexible, on peut absolument travailler sur tout et n'importe quoi, donc c'est plutôt pas mal. Et la deuxième chose, je pense que, enfin pour moi, pour le coup en tant que femme, future auteure, espérons-le, il y a vraiment un champ à investir parce que pour l'instant, je vais pas parler de marché, mais en tout cas le secteur de la BD féminine, c'est un problème. C'est-à-dire le fait même qu'il puisse exister une BD féminine, c'est un problème en fait. Et j'attends de pouvoir, en gros, lancer de la BD d'aventure pour laquelle on ne demandera pas, mais alors ça fait quoi d'être une femme qui fait de la bande dessinée? Où on me dira, mais alors votre héros il fait ça, et votre héroïne elle fait ça. Mais tu vois, par exemple, je pense que tu dois connaître Marion Montaigne, Tu mourras moins bête. On a invité Marion Montaigne à une table ronde sur la bande dessinée féminine à Angoulême. Marion Montaigne fait un blog et des bandes dessinées scientifiques. De vulgarisation, avec un professeur féminin moustachu. Moi, on m'a invité à un cycle de conférences sur les blogs féminins en Italie. J'étais très contente d'aller en Italie, hein. Mais moi, j'ai jamais dit écoutez, j'ai rien à dire sur les blogs féminins, on fait quoi, on va bouffer, Oui. Et du tricot aussi. Et du tricot. D'ailleurs, c'est on en parlait, Nini Patalo, Lisa Mandel qui avait organisé à Angoulême une table ronde parodique sur la bande dessinée masculine, où justement elle posait des questions. Alors comment est-ce que votre masculinité résonne sur cette question précise, Et donc il y avait un certain nombre, je crois qu'il y avait Boulet, il y avait Bastien Vives et d'autres qui étaient là et qui essayaient de répondre le plus sérieusement avec beaucoup de guillemets et beaucoup d'ironie à ces questions effectivement totalement stupides quand elles étaient posées à des hommes, à part qu'on pose les mêmes aux filles, quoi. Pour rebondir là-dessus, justement, je pense qu'en plus de ça, il n'y a pas l'aspect économique de la BD aussi, parce que déjà, par rapport à d'autres médias populaires comme le cinéma ou l'animation, où c'est fait par énormément de gens qui doivent tous se mettre d'accord, et en plus qui nécessite du coup énormément d'argent et de financement. La BD finalement, c'est 2 auteurs, même un auteur, c'est un papier du crayon. Après, bon, il y a l'édition, tout ça, mais finalement, est-ce que du coup ça donne pas une plus grande liberté d'action en fait? Si, complètement, ouais. C'est pour ça la BD c'est magique, hein. On a une chaîne d'intervenants minimum, hein.
au maximum un scénariste, un dessinateur, un ou une coloriste. Un ou une scénariste. Oui. Et oui, donc c'est tout court. Et puis effectivement, au niveau de logistique, on peut faire des scènes gigantesques sur une demi-page, on n'a pas besoin de figurants. Enfin, pour ça, effectivement, c'est d'une liberté et d'une aisance totale. Ouais. Et je dirais même le budget de production d'une bande dessinée, je sais pas, ça doit peut-être être une grosse bande dessinée dans une grosse maison d'édition. Hein. C'est peut-être 100 000 euros en comptant tous les frais, machin, etc. Donc, par rapport aux quelques millions d'euros que représente le lancement d'un film, c'est vrai que l'éditeur peut se permettre de lancer des trucs un peu improbables des fois, et on n'a pas cette espèce de pression à la conformation. Il y a des attentes de public, puisqu'on sait que si on arrive à réunir 20 000 lecteurs, c'est un succès. Alors que pour un film, il faut 1 million de personnes pour que ce soit un succès. Donc, on n'est pas du tout sur les mêmes critères. Mais je pense aussi qu'il y a dans le sens de ce que tu dis, il y a aussi des développements de circuits gratuits, et notamment les blogs BD, qui en fait sont un moyen d'expression et donc de validation d'un public a priori. C'est-à-dire qu'il y a des blogs BD qui sont adaptés parce qu'ils ont eu du succès, et si le dit blog tenait un discours un peu subversif, et s'il a du succès quand même, tant mieux, il est adapté. Donc à mon avis, dans ce sens-là, ça permet de faire évoluer les discours. Ça peut même faire évoluer les autres médias. La BD peut être une base, vu que déjà le dessin animé, c'est souvent des adaptations de bande dessinée. Si la liberté de de la bande dessinée, ça peut peut-être faire évoluer le reste. Oui, sans doute. Ouais. Bah, c'est un joli programme en tout cas. Après. Mais oui. Ce que tu viens de dire, ça m'interpelle parce que c'est déjà le cas en fait. Les BD, ça sert déjà de source à plein d'autres choses parce que précisément, c'est un filon qui il y a très peu de gens qui lisent de la BD alors qu'il y a plein de gens qui vont au cinéma et du coup, tous les Watchmen, les V pour Vendetta, il y a plein d'exemples de blockbusters qui ont été adaptés de blockbusters BD à notre échelle qui ont été adaptés ensuite en film. Et c'est vrai que si ça pouvait se poursuivre de ce point de vue, non seulement au niveau de la complexification scénaristique, mais aussi de la complexification des représentations, ce serait effectivement un beau programme. J'ajouterais juste un truc sur l'argent et la liberté. C'est pas seulement une absence d'intervenants et de médiateurs, c'est aussi le fait que ce que nous a écrit, c'est une précédente table ronde, c'est que si tu as envie de dessiner un char, tu le dessines, tu as besoin d'un crayon et d'un stylo. Si tu veux en filmer un, il faut l'autorisation de l'armée, il faut faire venir un, il faut avoir le matériel et tout. Toujours, il y a quand même, du point de vue matériel, la liberté d'imagination et de création est beaucoup. Et pour faire venir un dragon, je t'en parle pas. Les autorisations et tout. Ce poids de l'institution à l'économie existe quand même à un autre niveau. Quand on voit par exemple qu'Angoulême, au dernier festival, sur pression des autorités japonaises, le gouvernement français a fait interdire la présentation d'ouvrages coréens sur notamment les femmes de guerre. Parce que ça ne plaisait pas aux Japonais qu'on parle des femmes prostituées obligatoires par l'armée japonaise pendant la dernière guerre. Donc le côté subversif reste malgré tout limité, ça reste du politiquement correct. Non, alors il ne faut pas confondre la bande dessinée et Angoulême. Oui, l'institution. Parce que ce serait considéré que le Cannes et le cinéma, c'est la même chose. C'est un des engrenages, c'est un des rouages, et comme on en parle depuis un moment. Par contre, des bandes dessinées sur les femmes de guerre, je pense qu'il y en a eu publiées en France. Il y a des bandes dessinées sur énormément de sujets, pas forcément, il y a eu des bandes dessinées sur l'affaire Clearstream, il y a eu des bandes dessinées sur beaucoup d'autres choses qui peuvent être dans certains cas des dossiers dérangeants. Il n'y a pas réellement une censure au niveau éditorial. Après, il peut y avoir une censure au niveau de la représentation des médias, c'est certain. Il peut y avoir une censure dans un festival comme Angoulême. Je pense pas que là-dessus, pardon, je suis un petit peu de chien dans la gorge, je pense pas que cette censure existe à ce niveau-là. Et je pense que ces bandes dessinées-là, peuvent être parfaitement diffusées en France. Je prends un truc pour la gorge. Chien camarade, profitez-en. Un blocage même du ministère en disant « on vous interdit d'en parler », ça devient difficile. Oui, mais c'était un chantage aux subventions à un festival. Ah non, ils ont fait retirer quelque chose qui était prévu au festival. Oui, mais c'était dans le cadre du festival d'Angoulême. Qui est quelque chose de culturel qui existe à coup de subventions. C'est une vitrine. Oui, mais c'est pour ça que ça a été une vitrine, mais la bande dessinée aussi, quand on parlait d'économie, a la chance d'être un secteur qui justement n'est pas tellement supporté par des subventions, qui est en prise directe avec des lecteurs. Et si les lecteurs ont envie de lire si un éditeur considère qu'il y a un public sur un livre sur les femmes sur les femmes de consolation pendant la guerre, le livre sortira. Il y a d'autres sujets tout aussi politiquement dérangeants qui sortent régulièrement. Je n'ai pas forcément des titres en tête, mais Clearstream, c'était loin à l'époque. C'était
sorti il y a quelques années. Ouais, 2015, ouais. C'était pas forcément quelque chose par comment il s'appelle déjà ? Denis Robert. Par Denis Robert. Je pense pas que c'était franchement quelque chose qui, dans ce cas-là, si on était un milieu extrêmement censuré, aurait échappé au mail de la censure. Je n'étais pas au courant de l'histoire de cette censure au dernier Angoulême, mais je pense que ça a été la chambre d'écho Tout à et fait. de visualisation de la BD que proposait Angoulême qui a été censurée plus que la capacité éditoriale d'une maison de produire ça. Ouais. Bon, ça n'empêche pas que. Oui, Ça reste quand même assez monstrueux. oui, non, tout à fait, Oui, je oui. ne veux pas défendre. Et le festival d'Angoulême est extrêmement critiqué par les auteurs eux-mêmes, dans ce qui est mis en avant, dans beaucoup de choses, hein, dans son fonctionnement, dans son copinage, dans Son refus de primer des auteurs japonais. oui, dans sa politique même vis-à-vis des auteurs. Ils ont plusieurs fois tenté de faire payer, par exemple, les auteurs. Il a fallu qu'on les menace de grève de la signature pour qu'ils fassent marche arrière. Enfin, au bout d'un moment, voilà, les rapports entre le festival et les auteurs, et même le monde de l'édition, est loin d'être simple. Parce qu'ils se considèrent comme incontournables. À un moment donné, je dirais qu'un festival sans les auteurs et sans les maisons d'édition, de toute façon, ne peut pas exister. Tout à l'heure, vous disiez que vous envisagiez des séries dans lesquelles les héroïnes ne seraient pas des objets sexuels. Donc ma question s'adresse à vous et à Nanfil. Qu'est-ce que vous pensez des séries comme par exemple Les Chevaliers Dragons ? Je vais prendre un cachot. Pas lu. Tu veux... Ah, j'en mange aussi. C'est le soleil. Ah, Soleil, globalement, je lis pas. Ah, Merci. Mais je effectivement, qu'on c'est... puisse dire c'est que les descendants ne sont pas spécialement valorisants pour les héroïnes, et en même temps, c'est une place dans laquelle les femmes prennent. Enfin, c'est Soleil, les femmes quoi. prennent la première place. Oui, c'est Soleil. Je pense que ça dit tout. C'est l'une des. Les albums titrés les filles de Soleil, c'est... Ouais, ça. Oui, vas-y. Pardon. Bon, par rapport à c'est la geste des Chevaliers Dragons, c'est ça ? C'est ça. Effectivement, on est dans un des positions possibles pour une héroïne en tant que premier rôle, à savoir être un mec. Ce sont des guerrières, elles ont des slips en fourrure, elles ont des grosses épées là bien devant elles. Et voilà, et c'est l'une des places qu'on accorde aux héroïnes féminines quand elles se virilisent. Mais ça va aussi bien pour Sillage, Navi, ça va aussi bien pour les héroïnes à la Cameron au cinéma. Si vous prenez Sarah Connor dans Terminator, c'est un mec. Enfin voilà, Navis, on a. tout à fait. Ouais. Navis, elle est pas. C'est assez différent. Navi, ça te grandit, C'est un elle évolue. personnage Ouais. qui est hyper intéressant C'est vrai. d'ailleurs parce qu'elle est mi-sexualisée. Enfin, c'est assez spécial en fait. Mais on C'est vrai. continue. Mais- excuse-moi, je te coupe. Oui, du coup, oui, c'est des héroïnes, je suis d'accord, mais c'est des héroïnes qui sont soit proposées pour un regard masculin fantasmé, c'est-à-dire elles sont super sexy, etc. On en revient aux positions dont tu parlais tout à l'heure. Il y avait un raccourci que j'ai vu sur un blog d'une Catwoman, je crois. Vous l'avez vu ce matin, ouais ? D'accord. Je te l'ai peut-être envoyé. Tu me l'as envoyé, je sais plus, mais enfin voilà, on a une vue sur Catwoman en super plongée avec des seins, des fesses, et puis on la décale de 3/4 et ça devient une espèce de petit cube avec juste un talon et une paire de seins. Enfin, du coup, ça marche bien. Mais voilà, donc oui, ça fonctionne, on est dans de la grosse heroic fantasy, mais effectivement, c'est des positions possibles pour les héroïnes. Il faut qu'elles soient l'objet de fantasme, il faut qu'elles soient très viriles, ou alors presque des. Ou les D'accord. deux. Ou les deux. Ouais. Oui, c'est Lara Croft, oui. Du coup. Vous parliez de personnages comme Navis, elle est alors effectivement, est-ce que l'aspect physique suffit à en faire un objet sexuel pour vous ? Parce que physiquement, elle est effectivement un type, mais comme vous le soulignez, c'est un personnage très complexe, avec une psychologie qui ne me semble pas être une psychologie masculine, avec Non, c'est vrai. des C'est un peu vache avec Navis, ouais. des complexes. Bah pour moi, Navis appartient pas à cette catégorie d'héroïnes. On va les appeler les héroïnes soleil, hein, élégamment, celles dont on voit à la fois les seins et les fesses sur une couverture. Navis, pour moi, fait pas partie de celle-là, même si alors la nudité, par exemple, dans Sillage est très très présente. Enfin, elle est tout le temps quasiment à poil parce que c'est une sauvageonne à l'origine déjà. Ensuite, elle a quand même un corps qui répond pas exactement aux stéréotypes qu'on a l'habitude de trouver, c'est-à-dire qu'elle a des petits seins. Elle évolue aussi, son corps évolue puisque il est précisé. Alors je crois que c'est dans un hors-série qu'elle a eu des phases d'anorexie et des phases de boulimie, et on la voit quand elle est obèse. Et ça, c'est quand même assez exceptionnel en bande dessinée globalement. C'est un personnage qui vieillit, on la voit aussi âgée à un moment donné, et en général quand son corps est mis en valeur, c'est plutôt au service de scènes qui sont pour le coup délibérément érotisées, voilà. Alors que d'une manière générale, pour moi en fait la limite c'est quand le corps est érotisé alors qu'il n'y a pas besoin, on est en pleine baston, on n'a pas besoin d'avoir des fesses dans la figure, enfin vraiment. Ouais. Navis, quand elle est en pleine baston, elle se blesse, elle a des pansements, elle a des coups, elle a des traces, et c'est pas sexy en fait.
Et pour aller plus loin, parce que ce serait vraiment parler du travail de Jean-David Morvan, et en revenant sur une série encore plus ancienne qui s'appelle HK, où effectivement dans la représentation on est sur des représentations extrêmement stéréotypées, mais à côté de ça, on va avoir une scène d'amour avec une panne d'érection, par exemple, ce qui est loin d'être quelque chose de très courant dans les représentations des scènes de sexe. Une scène semi-homosexuelle entre un cyborg et un humain. Enfin voilà, Jean-David justement a un rapport assez intéressant pour un auteur très mainstream sur ce genre de questions. Et des personnages comme par exemple ce bourgeon dans... Passager du vent. On va faire toute la BD ou Alors Bourgeon c'est compliqué, moi je dirais. Alors moi Bourgeon j'ai lu il y a très longtemps. Oui, Alors, moi aussi. Déjà c'est daté puisque ça date vraiment des années 80. Je l'ai pas relu. Il a fini ses séries récemment. Oui c'est vrai, ouais. Mais je ne les ai pas lu non plus. Les derniers, je te le dis, j'ai vraiment lu les premiers quand j'étais ado. Ouais pareil, moi j'ai lu Passager du vent, j'ai lu ça, j'avais 16-17 ans, donc j'avoue que j'en ai un bon souvenir, c'est une série qui m'a marqué, mais je vous avoue que là en reparler, en tout cas dans mes personnages féminins. Dans mes souvenirs effectivement ce qui est intéressant c'est qu'effectivement c'est des personnages moteurs qui ont une vie, qui existent en tant que personnage et pas uniquement en tant qu'objet sexuel. Après, effectivement, chez Bourgeon, il y a une part érotique et de mise en avant d'arguments vendeurs de sexe et de représentations sexuées très racoleuses par moments, on pourrait dire. Voilà, donc je pense que c'est assez complexe de déterminer, d'en parler en fait. Et ça, pour moi, ça correspond vraiment à une époque en plus. Je suis pas du tout spécialiste, mais il manque quelque chose d'intéressant, notamment dans le cycle de Sian. Parce que vous parliez d'érotisation des corps, etc. Sian, il me semble, adopte quand même l'attitude pseudo-masculine qui est d'enchaîner les conquêtes, etc. Et alors que pour son frère, c'était bien vu, puisqu'il y a quand même une vraie histoire d'amour, etc. Elle est mise au banc de cette société et elle va passer toutes les œuvres à errer désespérément. Et c'est toujours l'image qu'on lui renvoie, c'est tout ce qui circule dans les autres mondes, c'est l'image de sa sexualité des deux. D'accord, mais je n'ai pas lu Sienne, donc je ne pourrais pas en parler plus. Juste sur le Bourgeon, sur les Passagers du vent, vu que ça se passe au 18e, il y a peut-être aussi cette représentation de la courtisane 18e, il y a peut-être ça qui intervient aussi, j'essaie de faire le Bourgeon. Peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste. Un homme habillé en homme, quoi. Le premier tome, elle est mais la chemise met dans la pas au début, pendant tout le début, non, pendant la moitié du tome, on ne sait même pas que c'est une femme. Enfin, non, mais juste, c'était... Et je pensais justement toujours sur cette question de la BD comme format adapté à ce genre de visionnement. Il y a toujours, on l'a comme on l'a abordé là maintenant, mais le fait que le dessin permette dans tous les cas de mettre en valeur le corps et donc de mettre en valeur certains brouillages sur le genre justement. Est-ce que vous avez des exemples dans vos travaux de réflexion comme ça sur le brouillage des corps en particulier, au-delà donc de l'inversion, tout ce qui est de l'ordre de ce brouillage. Qu'est-ce que tu veux dire par brouillage en fait parce que par exemple, on a parlé tout à l'heure de Hulkard, qui selon moi est justement pas spécialement un personnage féminin, mais au contraire cumule féminité et masculinité. Et je trouve que dans la bande dessinée, il y a cet avantage avec l'image et les styles différents aussi des dessinateurs, la variété des styles, de pouvoir justement créer des personnages pas androgynes, parce que c'est pas du tout le terme, mais autour de la transidentité. Est-ce que vous connaissez seulement des héros qui ont une transidentité? Moi je dirais que c'est Miss Jo, peut-être un des premiers personnages, sans être vraiment, avec en tout cas un questionnement transgenre, parce qu'après, est-ce que, vu l'époque, c'est un personnage des années 30, est-ce qu'on peut considérer qu'il est dans une transidentité, dans un travestisme, mais en tout cas oui, c'est ce personnage dont je parlais tout à l'heure, d'un sosie masculin de Joséphine Baker, magnifique. Et dans tout le tome 1, en fait, nous, c'était très clair quand on le mettait en scène avec Marie et Sébastien. Dès que ce personnage est présenté, elle est présentée comme une spéciale, en sachant que tous les spéciales, c'est toutes les femmes qui font autre chose que la sexualité de base. Donc, il y a aussi bien le sadomasochisme, dans tout ce que ça comporte comme spectre, que, effectivement, le travestisme.
Et donc elle est présentée vraiment comme Madame Monsieur. Et pour nous, c'était très clair. Donc, et en fait, le personnage est tellement incarné et féminin et parfait, en fait, même si elle fait, on va dire par rapport aux autres personnages, 1m80, qu'on s'est rendu compte, à la sortie du tome 1, en discutant avec des gens, qui n'avaient pas du tout percuté, malgré le poids des mots, que ça puisse être un garçon. Et du coup, ça devenait très intéressant, parce que pour eux, l'image était tellement forte, voire tellement fantasmatique, qu'ils voyaient, dans toutes les cases, on avait beau leur dire c'est un garçon, ils voyaient une femme. Et donc, il a fallu, dans le tome 2, qu'on fasse un nu frontal, où on voit sa bite, pour dire clairement, pour que les gens disent « Mais ah oui, d'accord, c'est vraiment un garçon, il a une bite !» Et voilà, parce que sinon, c'était impossible. Les gens ne voulaient pas voir un garçon dans cette femme magnifique. Les gens ne t'ont pas demandé pourquoi tu lui avais mis une bite juste sur cette case-là? Non, parce que c'était amené. C'était amené à un moment donné, voilà. Et il fallait, c'était important que le lecteur comprenne à ce moment-là, dans l'architecture du scénario, qu'il avait affaire non pas à une femme, mais à un homme. Moi, je pense aussi à tout ce qui est les tentatives qui pourraient en être des trucs asexués, genre tout ce qui est pas figuratif ou des créatures. Mais là, du coup, je fais l'exemple parce que du coup, je pense à un truc où, du coup, c'est un garçon, genre Mister Who, ou enfin de Tronem, je crois, qui pourrait du coup beaucoup être neutre, ou alors on fait des trucs neutres, des créatures neutres, jusqu'à faire une femme parmi les trucs neutres. Genre Gremlins pour un film, dans le 2, il y a les Gremlins à la limite qui sont neutres, et il y a une Gremlins femme qui du coup dégueulasse, 1000 fois trop femme. On parlait des Schtroumpfs, là du coup il pourrait être neutre et on met la Schtroumpf en fait. J'essaie de trouver un truc peut-être dans le non figuratif ou dans le créature, mais ça marche pas. Non, il y avait Ranma 1,5, moi, que j'ai pas mal lu quand j'étais ado, que j'aimais bien. Donc, c'est ce manga où il y a un personnage qui tombe dans une source maudite, si je me rappelle bien. Et du coup, c'est un garçon, et quand il est tombé dans cette source maudite, c'est un endroit en Chine où il y a plein de sources maudites. Et là, il y a une jeune femme qui était venue mourir dans cette source, et quand on s'y trempe, on ressort transformé en femme. Donc du coup, quand il est arrosé d'eau froide, il devient un garçon. Je crois que quand il est arrosé d'eau chaude, il devient une fille. D'accord. Et donc, je me rappelais déjà de la source maudite en Chine. Donc, il y avait cet effet-là. Mais après, du souvenir que j'en ai, ça joue sur le code garçon-fille, mais ça va pas beaucoup plus loin, je crois, dans l'interrogation de ce que ça pourrait amener sur sa sexualité, sur ses questionnements. Je n'ai pas de souvenir de ça, en tout cas. Mais... Il y a également, dans un comics américain récent qui s'appelle Kellogg's, je ne sais pas si vous en entendez parler, qui est, je ne sais plus qui c'est, qui a Eisner Award à fond, et où il y a, en fait, c'est des principes de clés, c'est une sorte de truc fantastique un peu à la Lovecraft. Et donc il y a des clés qui permettent de jouer sur la réalité, qui sont cachées, et il y a notamment une clé qui permet aux gens de changer de sexe. Et il y a donc un personnage qu'on découvre comme étant une jeune fille, au début, qui est un ancien garçon, qui après va redevenir un garçon. En fait. Et c'est assez intéressant. Et qui est la grande méchante qui fait peur, forcément. Mais le personnage est trouble, même sexuellement chargé, d'un point de vue de l'image, de ce qu'il dégage, de ce qu'il dit. Et reste un personnage ambigu entre les genres pendant toute l'histoire, en fait. Moi, je pense que... Toi aussi, tout simplement, ton personnage de Jenny. Oui, alors après, il est de sexe féminin. Par exemple, les accords grammaticaux se font au féminin pour parler d'elle. Après, il est physiquement non marqué, plutôt qu'androgyne. Lock and Key. Mais en fait, ce que je me disais, j'ai pas de personnage en tête, en fait, qui soit vraiment androgyne. J'avais deux réflexions qui me venaient. La première, c'est que le manga est beaucoup plus à l'aise que la bande dessinée occidentale, avec l'androgynie et globalement avec le trouble, mais également avec le travestissement. Alors, il faudra quelqu'un qui a plus suivi que moi la série et me rectifie, mais je crois qu'il y a plusieurs personnages de travestis dans One Piece. Il y a plusieurs hommes, notamment dans les méchants, qui sont toujours très haut en couleur et très intéressants, les méchants de One Piece, qui se travestissent et qui le fait de manière... on sent que même malgré le fait que ce soit juste un méchant et qu'il soit là pour être affronté, en fait, il a un vrai questionnement, il y a une vraie souffrance derrière son trouble identitaire, parce qu'il ne sait pas vraiment... il a du mal à se faire accepter, etc. C'est les méchants. Et donc, c'est... Enfin, je sais pas, il me semble que c'est un peu plus neutre de ce côté-là. Et il y a un autre aspect auquel je pensais en termes de transidentité. Là, on touche plus, en fait, au style des auteurs, puisqu'il y a des styles qui sont réputés féminins et des styles qui sont réputés masculins. Je parlais tout à l'heure des styles féminins, de mettre des courbes, des bouclettes, des grands déliés, tout ça. Et en fait, par exemple, on associe du coup les personnages féminins à un trait qui serait doux, qui serait souple, plus à l'aquarelle qu'à l'acrylique, plus c'est à... Lock and Key, pas Kellogg's. D'accord.
Et donc, voilà, je trouve aussi intéressant les auteurs qui, avec un trait particulièrement marqué d'un côté, cherchent à représenter des canons genrés qui sont pas ceux associés à leur trait. Voilà. Mais je pensais aussi surtout à ce que tu avais dit tout à l'heure, par exemple, le fait qu'au niveau du personnage féminin, tout de même si on essaye de gommer certains traits habituels et une esthétique peut-être qu'on pourrait qualifier féminine. Mais tu disais à un moment qu'elle appartenait quand même à une classe, c'est-à-dire celle des dominés. Alors, et il y a, voilà, du fait que ce soit un personnage humoristique, donc il y a aussi cet aspect-là. Voilà, dans l'humour, on a un point de vue du dominé parce que c'est un point de vue qui est un petit peu en marge. Du coup, au final, la transidentité, ou plutôt les questions de genre, elles se retrouvent dans l'évocation des dominations de ce personnage qui est tout de même un peu féminisé. Alors, en fait, je me suis peut-être un petit peu exprimée rapidement tout à l'heure. C'est spécifique à mon travail pour Cosette, en fait, cette incarnation des dominés, parce que, en l'occurrence, mon travail pour Cosette, c'est du dessin satirique sur des sujets précis qui traitent du sexisme. À chaque fois, c'est une micro-actualité du sexisme, et donc voilà, une micro-actualité ou pas d'ailleurs, il y a des choses aussi assez importantes dans les brèves que j'illustre. Mais en l'occurrence, quand moi j'ai à mettre en scène plusieurs personnages, je souhaite toujours que Oni, quand elle est représentée, soit plutôt du côté des dominés. Je la représente très rarement en gros patron, ou alors il y a une grosse dérision derrière, voilà. Et j'utilise sans aucun problème les stéréotypes visuels de ça, c'est-à-dire que mes patrons, c'est toujours des gros bonshommes avec un cigare, vraiment. Enfin, c'est le bon vieux patron du XXe siècle, quoi. Et par contre, sur mon blog, en fait, c'est assez différent. Elle est moins marquée du côté des dominés, notamment parce que c'est souvent elle qui exerce l'humour. Et je parlerai plutôt en fait d'un goût pour l'autodérision. Il y a aussi le fait que j'aime bien la ridiculiser parce que j'aime bien me ridiculiser. Et pour moi, c'est un ressort humoristique qui est vraiment super puissant. Voilà. Moi, je voulais appuyer ce que tu disais sur les mangas tout à l'heure. Parce que quand j'étais au collège, j'ai eu ma petite période shoujo. Et je me souviens, il y a 2 séries qui m'ont vachement marqué. Il y en a une où c'est des jumeaux, il y a une fille et un garçon qui ont 13 ans, et la fille est prise dans une école de filles. Non, elle est prise dans une école avec internat, mais il n'y a plus de place dans l'internat garçon. Du coup, son frère va se travestir en fille pendant super longtemps pour pouvoir être avec elle parce qu'il l'aime. Et en fait, c'est quand même très puritain, ça pose pas trop de questions sur l'homosexualité ou ces choses-là, après lui tombe amoureux d'une fille, etc. Mais je sais que moi, ça m'a vachement marqué, alors que moi, j'avais 12-13 ans, déjà sur les comportements fille-garçon, parce que dedans, ça met en valeur le fait que c'est un garçon et que du coup, il a une jupe, mais que ça surprend tout le monde que par exemple, il soit assis avec les jambes écartées ou des choses comme ça. Et même si c'est très puritain, en fait, ça pose des questions qui sont intéressantes. Il y en avait un autre aussi où c'était une fille très très féminine, abusément féminine, en débardeur et mini-jupe, même en hiver, etc., mais qui se battait contre les méchants et qui à la fin faisait pli. Et du coup, pareil, ça m'a vachement marqué. En 4e, j'avais trop envie de me battre, quoi. Alors que à la base, elle était tout le temps habillée en léopard avec des trucs hyper stéréotypés et dégueux. Mais n'empêche, j'y repense de temps en temps. Mais ce que tu dis sur les attitudes et tout ça, pour le coup, par rapport à la question de tout à l'heure sur la manière dont moi, par exemple, je choisis de représenter le corps féminin, et ça, pour moi, c'est un des éléments, un des axes de transgression principaux, c'est que je veux que les femmes que je dessine puissent se tenir comme ça, puissent se gratter les fesses, se gratter l'entrejambe, se réveillent le matin complètement décoiffées avec la tronche empâtée. C'est des choses auxquelles je fais attention dans ce que je dessine, quoi. Ce qui est assez fou, c'est qu'en fait, tu veux juste dessiner la vie, en fait. Ouais. En fait, je dessine moi, quoi. Pas vraiment, mais je veux dire, moi, voilà, j'ai une attitude corporelle, on me le fait tout le temps remarquer, je me tiens mal. Ouais, merci. Je vois que toi, t'as les jambes sagement croisées devant toi. Non, mais c'est des choses. C'est des choses, voilà, le côté de marcher comme un cow-boy, le côté de porter toujours des pompes qui font plus de 800 grammes chacune. Mais justement, ce que tu disais, ce qui est intéressant, c'est que, qui est très propre au dessin de bande dessinée, c'est que le dessin de bande dessinée repose sur une extrême stylisation. Et on se rend compte que certains dessinateurs, beaucoup de dessinateurs, ont en fait une capacité de stylisation, finalement, quand on analyse, très vaste sur les types d'hommes. Ouais. Ils vont avoir 50 types d'hommes différents, et ils vont avoir 2-3 types de féminins, la moche, la jolie, la vieille. Voilà. Et ça va être à peu près ça. Et du coup, forcément, ça crée quelque chose de très réducteur. Et moi, je sais que ce qui m'avait beaucoup marqué quand j'ai commencé à bosser avec Marie Carrasquette,
c'est que tout d'un coup, Marie, elle me faisait 50 femmes différentes, qui pouvaient être toutes extrêmement jolies, charmantes ou pas d'ailleurs, avec des grosses, des maigres, des petits seins, gros seins, et on s'en foutait, elles étaient vivantes, juste. Et j'ai rarement rencontré des dessinateurs masculins capables de représenter autant de genres de femmes différents et qui aient ce sentiment de vie, en fait, finalement. Est-ce que tu as rencontré des auteurs féminines qui étaient aussi, à l'inverse, qui avaient un spectre masculin de représentation de type masculin plus réduit. Bah, Marie, elle a plus de mal à dessiner les mecs, justement. Et très souvent, les mecs, c'est Sébastien qui les dessine. Ils ont résolu le problème. Voilà, ils sont deux. Je voulais juste rajouter un truc. Tout à l'heure, on parlait d'ouvrages qui avaient questionné la question du transgenre et tout ça. On parlait de Roma. Il y a un équivalent qui est vachement fort et injustement méconnu dans les comics des années 90 qui s'appelle Shade. Et Shade, en fait, c'est un personnage qui est... donc c'est Shade the Changing Man. Donc il peut incarner plusieurs apparences, donc il meurt, puis il revient. Et une fois, il revient sous forme de femme. Il se réincarne et son corps, c'est une femme. Donc ça pose quelques problèmes parce qu'il est déjà plus ou moins en trouble avec deux autres filles, il y a une lesbienne, puis l'autre s'est laissé convaincre, et du coup... donc ça fait une espèce de triangle amoureux de l'enfer, là. Et il y a vraiment les questionnements, il est vraiment, les auteurs ont vraiment, qui sont tous les deux des hommes, ont vraiment cherché à se poser la question de qu'est-ce qui se passerait si un homme se retrouvait soudainement dans un corps de femme, et quelles questions, et ils n'ont pas éludé, contrairement à Ranma, au Ranma on se dit toujours, mais quand même, qu'est-ce qu'il pense, comment il le vit, qu'est-ce qui se passe, on aimerait vachement savoir, et on ne sait jamais, et dans Shade, justement, c'est exploré. Et c'est vers le milieu de la série, donc on cherche un peu, mais c'est fort de ce point de vue-là, et de ces questionnements-là, donc si vous avez l'occasion. Il y avait la même chose avec Lois Lane qui devient noire. On en avait parlé, je crois, je ne sais plus avec qui, mais Lois Lane devient noire et c'est la même chose, un peu genre bêtement, mais le rapport à la communauté noire, du coup, ça change complètement parce qu'elle se rend compte ce que c'est que d'être discriminée pour le coup, de subir. Alors j'ai un autre exemple, plutôt dans le genre du tien, puisqu'il y a moins de portée sociale et tout ça, parce que je me demandais si ce genre de choses arrive seulement dans la BD adulte ou pas. Et j'ai pensé, alors la référence, vous m'excuserez, à un épisode de Pokémon, dans lequel le jeune héros, donc les héros de Pokémon ont en moyenne une dizaine d'années. Oui, attention à ce que tu vas entendre. Un épisode de Pokémon dans lequel le jeune héros commence à se lier d'amitié avec un jeune personnage, qui est une jeune fille muette, dont on comprend finalement qu'elle est en réalité un Pokémon capable de se transformer en humain, mais donc pas de parler. Et ce Pokémon peut se transformer alternativement en humain mâle ou femelle. Et donc finalement, il y a une relation, il y a une espèce de romance qui se noue entre les deux, une relation un peu amoureuse et tout ça. Elle finit par l'embrasser sous la forme d'une femme, alors qu'il est plus ou moins entendu que le Pokémon est un mâle. Donc on a une espèce de trouble comme ça. Bon, ça vous laisse un peu, mais moi ça m'interpelle. Attrapez-les tous. Toutes. Ah, très bien. C'est une question justement très très intéressante. Moi, je suis en train d'essayer, alors ça c'est mon plus vieux projet, on va dire, puisque j'ai commencé à l'écrire il y a maintenant plus de 20 ans, et que le problème que j'avais à l'époque, c'était que j'ai toujours voulu le faire avec un dessinateur BD, et que pour en trouver un à l'époque, il fallait soulever beaucoup de pierres, parce qu'il n'y en avait pas à part Fabrice No, enfin voilà, on se comptait sur les doigts de la main. Et donc là, maintenant, je commence à envisager la possibilité de le faire, parce qu'il y a toute une jeune génération qui arrive, et il y en a qui sont très très bons en tant que dessinateurs. Voilà. Et donc c'est effectivement, pour moi, c'est un polar pornographique homosexuel, c'est comme ça que je l'ai toujours décrit à mes futurs éditeurs, qui étrangement sont intéressés. Parce qu'ils parfois ils sont tellement perdus qu'ils se disent, on sait jamais, peut-être que sur un hasard, ça va marcher. Bon, ça n'a jamais été fait, donc bon. Et voilà, donc moi c'est vrai que c'est une question, là, cette représentation de la sexualité masculine, pour le coup, m'intéresse vraiment, puisque je pense que la bande dessinée peut aller très loin et peut le faire, qu'il y a vraiment toute une interrogation autour justement de la représentation, et voilà, il y a beaucoup de choses. Et ça a été fait de façon magnifique, notamment Ripple, sur l'hétérosexualité, Ripple de... auteur canadien, c'est pas Dave Cooper ? Peut-être. Je ne vois pas du coup. Ouais. Qui a raconté l'histoire
d'un artiste en fait qui décide en fait de dessiner des femmes moches. Donc fait un casting, il envoie une petite annonce et il y a une femme très moche qui vient le voir et à force de le dessiner, finalement il tombe dans une fascination totale et il est finalement sous sa coupe. Et je trouvais ça hyper intéressant parce qu'en fait l'intérêt d'une histoire pornographique littéraire, c'est ce qui se passe dans la tête finalement. Et donc ce qu'il raconte, c'est l'histoire d'une obsession. Une obsession de la chair, une obsession d'un corps, et moi c'est ce qui m'intéresse aussi, ça a toujours été, les obsessions ont toujours fait partie fondamentale de mon travail, étant quelqu'un de très obsessif on va dire, et du coup c'est une histoire que j'ai envie de raconter depuis longtemps. Tu veux y aller ou... Je sais pas. Moi je pense. Moi la pornographie c'est aussi un sujet qui m'intéresse énormément parce que, évidemment, citez-moi une auteure de bande dessinée pornographique. Voilà. Donc, il y a. En fait, Sibylline. Alors. Scénariser des BD. Oui, un peu Sibylline, première fois. Ouais. Ok, je l'ai pas lu. T'as gagné. Fraises et chocolat. Odorita. Non, Fraises et chocolat, et c'est Aurélia Orita, et Aurélia ça parle de son compagnon, qui est un dessinateur beaucoup plus connu qu'elle, qui est Frédéric Boilet. Donc on a quand même un petit. Je nie pas les qualités de Fraises et chocolat, mais on n'est pas dans la grande BD pornographique. Et c'est plutôt mignonnet qu'autre chose. C'est celle qui a représenté, qui a travaillé avec, on en parlait, elle est aux États-Unis, elle a représenté Alice au Pays des Merveilles. La femme d'Alan Moore. La femme d'Alan Moore. Ah, je la connais. Avec Alan Moore. En gros, elle a représenté Alice au Pays des Merveilles, la petite du magicien d'Oz, mais elles ont grandi, elles ont. Notamment, elles ont grandi, ouais. Non, mais. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, alors j'ai toujours voulu faire de la bande dessinée pornographique, c'est vraiment un projet de vie. Je pense que je changerais de pseudonyme à ce moment-là pour me faire appeler Morpine. C'est cohérent. C'est cohérent, et donc voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien faire, mais d'une certaine façon. Donc la plupart des projets qui sont dans mes tiroirs sont érotiques. Et je suis par contre tiraillée entre l'idée de me dire, est-ce que si je fais de la pornographie qui joue beaucoup sur le visuel, qui est très axée image, des choses comme ça, qui est très pour faire un mauvais jeu de mots, qui est très léché, quoi. Est-ce que ça va être est-ce que ce sera de la pornographie typiquement féminine? Ça veut dire, est-ce que je ferai en fait de l'érotisme caché, du crypto-érotisme, parce que en tant que femme je ne peux pas faire de la pornographie? Et j'hésite entre ça et en fait dans mes carnets je fais aussi de la pornographie à papa, quoi. Je fais du bon vieux bon. Et du coup, est-ce que tu conserveras ce dont tu parlais dans la représentation des corps, ces corps par exemple osseux ou tout ça? Alors ça, cet aspect-là, oui, mais alors du coup, je pense, après, t'as plusieurs types de pornographie. Moi, si je fais les choses qui me font plaisir, ça va être des trucs un peu trashos, et je suis pas, non, c'est pas ce que je voulais dire. Je vais pas le formuler comme ça. On coupera. Ce que je voulais dire, c'est que, j'aime beaucoup, par exemple, dessiner des chairs très malléables, mais ça peut aller jusqu'à malléable graphiquement et plus du tout possible, on peut plus du tout se projeter sur ce type de graphisme. On peut plus en fait en faire l'usage qui est l'usage original de la pornographie en bande dessinée, qui est celui qu'on sait, de le lire d'une main. Et après ça dépend de l'ambition. C'est ça, mais moi par contre ça me ferait kiffer à mort de dessiner des espèces de chair qui... Oui, c'est vrai qu'il y a un public. Il y a un public. Voilà. Est-ce que tu te sens responsable du discours que tu vas tenir? Je veux dire, est-ce que tu te sens obligé de faire attention et surtout ne pas reproduire les codes? Est-ce que tu t'auto-censures parce que tu ne peux pas faire du masculin? Alors c'est une question vraiment délicate et que je me pose sincèrement beaucoup. Parce que, évidemment, dans mon travail de presse, c'est quelque chose à quoi je fais très attention parce que Cosette se débrouille suffisamment bien pour gaffer toute seule sans que j'ai besoin d'en rajouter dans mes dessins. Sur mon blog, c'est quelque chose que je fais spontanément et j'estime que quand je déroge à ces codes-là, personne n'a de leçon à me donner parce que je sais ce que je fais. Et à partir du moment où... franchement, des fois, il y a des blagues sexistes qui me font rire et c'est comme ça, quoi. C'est tout. Ça me fait rire et des fois, je fais des blagues misogynes, c'est rare, mais ça m'arrive. Comme je fais des blagues sur plein d'autres choses. Après, sur ce type de représentation, si je regarde mes propres carnets érotiques, il y a une bonne raison pour lesquelles ils sortent pas. C'est que il y a des choses avec lesquelles finalement je suis pas théoriquement en accord, mais qui sont là parce qu'elles sont chouettes à dessiner, quoi. Il y a donc des trucs avec des tentacules. Par exemple, je trouve que Druna,
Enfin, c'est quand même une des pires séries au niveau de la représentation des femmes, de la contrainte, mais voilà, de la culture du viol. Enfin, c'est vraiment un des trucs qu'il y a de pire. Mais qu'est-ce que c'est bien dessiné, Drona. Enfin, c'est quand même hyper beau, quoi. Ouais, mais moi je dirais que du moment que tu es sincère avec toi-même, avec ce que tu es, je ne vois pas comment tu pourrais ne pas être juste au final. Même si tu passes par des moments de flottement dans l'histoire, mais c'est ça qui est intéressant. Mais à un moment donné, il faut savoir se mettre en danger. Comme disait Hitchcock, si tu veux faire passer un message, utilise la poste. Oui, mais bien sûr, mais c'est pas une question. Pour moi, c'est pas une question éditoriale. C'est pas une question de dire si ça se trouve ça va pas marcher si je fais ça, ou alors mes amis féministes vont me critiquer. Si ça te fait vibrer, c'est pour une bonne raison. Donc trouve la raison. Bah oui, mais j'ai du mal à trouver cette raison. C'est ça la question. C'est peut-être aussi ce qu'on disait tout à l'heure avec la personne qui n'est plus là, qui a posé la question. Peut-être aussi que je suis très très marquée par des représentations culturelles que j'ai acquises et tu vois. Mais justement, c'est ça aussi. Peut-être que j'aime bien dessiner des tentacules et des nanas parce que j'ai l'habitude de voir des pornos avec des tentacules et des nanas, c'est tout. Peut-être, mais après, ce que tu en feras vu ce que tu es sera forcément différent de ce qu'on aurait fait un mec au premier degré. C'est ça que je veux dire. C'est qu'il faut, à un moment donné, faut se dire que très souvent, ce qu'on dit, on le dit malgré nous. C'est des choses. C'est vrai que t'as ce petit côté psychanalyste. Oui, c'est vrai. On va en discuter après. Hein après, je m'allonge ici et on en parle, ok. Moi, je sais que mes premières histoires que j'ai écrites, j'écris souvent d'une façon quasiment en écriture automatique mes projets. Et les premières histoires que j'ai écrites il y a déjà longtemps, je les ai écrites en pensant écrire des contes un peu faciles, genre un peu contes d'horreur, creepy, machin, etc. Et les gens qui lisaient disaient c'est super bizarre ce que t'écris. Je disais bon. Je m'en rends pas compte en fait, mais j'écrivais et c'est petit à petit que je me suis rendu compte de la spécificité que j'écrivais, alors que je pensais juste faire du sous Lovecraft ou des trucs comme ça. Et voilà, et souvent quand on écrit sincèrement vis-à-vis de soi-même et sans autocensure, il y a des trucs qui sortent par en dessous en fait. Et les gens vont lire le machin et vont faire « Oh là là, t'es vraiment bizarre, toi !» Voilà, et au début, ça gêne un peu, puis après, tu fais « C'est pas grave. » Bah écoute, je te communiquerai mes carnets secrets et tu... Ben ouais. Non, mais tu seras mon premier lecteur si j'ai un projet de ce type-là. Tout comme, moi, le projet pornographique que je dis, j'aurais des raisons de me censurer, de dire « Oh, mais ça va donner une super mauvaise image de la communauté homosexuelle. » Je dis « Mais... » Voilà, si on s'arrête là, après, on fait plus rien. Quoi. Non, mais c'est ça aussi. Il y a aussi un moment... moi, j'ai beaucoup de mal à me situer entre la volonté de ne pas blesser les catégories, on va dire, qu'on appelait dominées depuis tout à l'heure, et celle de faire des bonnes blagues, parce que quand même, il y a des blagues sur les femmes qui sont drôles, il y a des blagues sur les homos qui sont drôles, et il y a des blagues sur les juifs qui sont drôles, et qui sont en général celles des juifs. Oui. Donc, enfin voilà. Étant une femme, je pense que je peux me permettre de faire de l'humour sur les femmes. Mais il n'y a pas que l'humour, il y a aussi, à partir du moment où j'essaie de ne heurter aucune sensibilité, je vais finir par faire de la BD consensuelle, et ça, je ne le veux pas. Mais c'est vraiment de plus en plus difficile, c'est notamment à travers les problèmes de Cosette, c'est un truc auquel je suis confrontée vraiment très 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 souvent. Alors c'est assez marrant d'ailleurs, j'ai juste une anecdote à propos de ça, parce que dans Cosette, vous l'avez vu tout à l'heure, en général, je ménage ni la chèvre ni le chou, et donc j'y vais très très fort, et ça passe par des représentations qui peuvent être violentes. Et alors, j'ai eu plusieurs types de retours négatifs sur ce que je faisais, que c'était sexiste, évidemment, que c'était raciste. Mais alors, ce qui est marrant, c'est que j'arrête pas de faire des vannes sur les pédophiles, et alors ça, tout le monde s'en fout. Voilà, sur le fait de tuer des enfants, sur le fait de violer des enfants, mais tout le monde s'en fout. Voilà, je voulais juste le dire. Mais tu vois, moi je trouve ça, au contraire, quand tu parlais de point de vue féminin sur la sexualité, je trouve ça hyper intéressant qu'une femme puisse être excitée et s'interroger sur ces images entre guillemets dégradantes et de dire mais pourquoi est-ce que ça m'excite au fond ? Quelle est la part de moi-même, quelle est la part des schémas culturels qui m'ont été inculqués, quelle est la part de transgression vis-à-vis des gens qui à l'extérieur me connaissent ou de l'image qu'ils peuvent avoir de moi, etc. Et c'est ça qui est intéressant dans la pornographie justement. C'est en quoi aussi elle questionne l'identité de ce qu'on est. Ouais, non mais ça c'est un truc qui me passionne absolument, j'aimerais beaucoup avoir l'occasion à la fois de plus y réfléchir et de le mettre en pratique. Et on va dire aussi que les éléments de censure qui me retiennent sont plutôt... En fait, quand je pense aux réactions d'un public, je pense à ma grand-mère en premier et à mes élèves en deuxième. Oui, je sais. Voilà, c'est... Mais tu vois, moi, ayant sorti un bouquin sur l'anorexie boulimie, en disant en plus que c'est des éléments plus ou moins autobiographiques, je pense que j'ai atteint le stade ultime maintenant, je dis... Ouais, mais t'as pas une classe entière devant toi avec des élèves qui auront lu ta BD porno. C'est sûr. Non, mais pas, ouais.
Non, mais oui, l'un des avantages de la représentation BD, c'est que justement, on peut aller très très loin dans le porno par rapport à ça. On n'est pas en train de faire jouer des gens avec leur corps, quoi. On n'est pas À part qu'il y a une loi maintenant. Ah. Ouais. Ah bon? Ah oui, celle sur le fait de représenter Sur de la pédophilie. la représentation pédophilique en dessin, même à titre privé, est condamnée désormais par la loi. Ah oui, j'ai vu passer effectivement ça. Exactement. Ouais, Ce qui est ahurissant. Ce qui fait de moi une criminelle. Moi, ce qui fait de toi une criminelle. Tais-toi. Impossible. C'est une des lois les plus incroyables, c'est-à-dire même Ça, un c'est dessin assez fou, privé ouais. sur un bloc-notes constitue un délit passible alors, d'un truc assez grave en plus. Hein. Je crois que C'est un vraiment truc absolument de incroyable. l'emprisonnement, enfin c'est... D'accord. Ah oui, non. J'aimerais bien savoir si le degré de réussite Quand technique. enfantin, c'est con, mais quand on regarde des mangas, Ouais. c'est souvent limite. Hein, le, Tout à fait, ouais. Mais eux, ils ont déjà. Ouais. Eux, ils n'ont pas cette loi-là. Non, Ça sent la production. Mais Ils oui. ont pas les mêmes normes. Ouais. Non, alors que par oui. contre, il me semble qu'avec des cadavres, des animaux, des tentacules, Non, c'est des amoral, mutants, ouais. tout ça, ça va. Mais pas des cadavres, des tentacules d'enfants. Non, pas des Exactement. tentacules d'enfants. Je reste sur les ok. Très bien. Non mais oui, donc en dehors donc, des enfants, graphiquement on peut se permettre énormément de choses, puisque par rapport au porno réel, on n'est pas en train effectivement de demander à des gens de jouer avec des corps, donc ça permet une certaine liberté. Moi j'ai découvert Morbus Gravis, Dorina beaucoup trop tôt, dans la bibliothèque de mon père. Je crois que ça m'a un peu freiné par rapport à pas mal de trucs. Et au-delà de ça, sinon en termes de scénario, c'est compliqué je trouve de raconter une histoire porno, c'est-à-dire le principe, le principe d'une histoire, c'est de reposer sur des conflits. Le principe d'un scénario, c'est qu'il y a des conflits. Et dans le porno, essentiellement, tout le monde est toujours très d'accord, très rapidement. C'est-à-dire que vous vous retrouvez avec malgré tout des difficultés à faire Sauf les avancer femmes une qui sont pas intrigue, des toujours choses d'accord, comme donc il y a quelquefois un conflit. C'est peut-être ça le truc ça. excitant. On peut, non mais il y a des moyens de faire. Hein. Mais Non, voilà, mais tu vois, ouais. il y a l'Empire des Sens, évidemment, qui est le Ouais. grand, tu vois, le truc, une espèce d'obsession absolue. Moi, c'est ça qui m'intéresse dans le porno, en fait. C'est la jonction entre le corps et l'esprit, la jonction entre l'obsession, enfin... Voilà, c'est ce moment où ça part un peu en couille, on va dire. Oui. Du coup. Mais je sais pas, moi je sais que j'ai essayé d'écrire des textes excitants et que je me suis trouvé assez pitoyable dans cet exercice. Non, mais c'était à une époque, j'avais vraiment envie d'essayer ça, quoi. Et j'ai pas réussi à m'auto-convaincre, ni les quelques lecteurs, lectrices à qui j'ai fait lire. Donc bon, c'est dans un coin de disque dur, on verra ce que ça donne. Après, je me rappelle une anecdote, quand j'ai commencé la BD, c'était dans un atelier dans mon lycée, j'avais 16 ans, et on avait des dessinateurs. Et je me rappelle d'un dessinateur qui me racontait qu'il s'excitait justement en dessinant des corps de femmes, et je trouvais ça fabuleux en fait. Je trouvais qu'il y avait un truc, donc moi j'ai jamais dessiné, je sais absolument pas dessiner, mais voilà, j'ai trouvé que c'est une espèce de pouvoir du coup assez étonnant du coup. Quoi. Ouais. C'est assez cool, ouais. Et le nombre de jeunes dessinateurs qui, quand ils étaient ados, sont devenus des stars de la cour de récréation, le jour où leurs camarades se sont rendus compte qu'ils étaient capables de dessiner quasiment n'importe quelle fille à poil. Ouais. Et ça a été vraiment, ça leur a sauvé leur adolescence. Hein. J'ai Pauvres garçons. eu une expérience terrible comme ça. C'était la seule fois où mes parents m'ont mise en colonie de vacances, qui était un moment de souffrance terrible pour moi parce que j'étais pas du tout à ma place là-dedans. Je voulais lire dans mon coin et pas parler aux autres enfants. Enfin voilà. Et par contre, à un moment, ils se sont rendus compte que je savais dessiner. Et alors, évidemment, tout de suite, ils m'ont dit est-ce que tu peux nous dessiner une pin-up voilà. Et donc, je me suis exécutée en me disant cool, je vais me faire des amis. Donc, j'ai dessiné une belle pin-up vraiment bien faite, etc. Typiquement, où on voyait à la fois les fesses et les seins, enfin vraiment tout quoi. J'ai tout fait. Et donc, ils l'ont prise en me remerciant. Je me suis dit ça y est, je vais avoir une vie sociale. Et en fait, j'ai vu qu'ils allaient chercher des ciseaux et ensuite ils se sont attroupés. J'ai pas trop compris. Et en fait, quand l'attroupement est parti et s'est dispersé, je suis revenue et il y avait en fait des petits bouts de papier par terre que j'ai reconstitués. Et donc c'était ma pin-up en petits morceaux avec juste en moins les seins et les fesses. Ils avaient gardé que l'essentiel en fait. C'était quand même une très mauvaise colonie de vacances. À mon avis, c'est ça. Ou ils les ont peut-être posés après sur des photos. C'est possible. Tu vois Les petits salopards. Exactement. Mais moi, c'est avec le petit Spirou que j'ai commencé à dessiner des femmes comme celle du petit Spirou. En fait, je trouvais ça absolument incroyable. Je trouvais qu'elles étaient géniales. C'est Mademoiselle Chiffre. Ah, Mademoiselle Chiffre. Mademoiselle Chiffre avec son amant quand même. Si, ouais. Cette taille-là, c'est. Du coup, pour le coup, du point de vue de la masculinité hégémonique, il n'y a aucun souci. Ouais. Bah imagine l'inverse, enfin voilà, Oui, effectivement, mais justement, une espèce de beau gosse incroyable avec une... Monsieur Lego. Ouais. Ashkenazim, c'est équivalent. Ok. Ça m'intéressait, le truc de faire des photographies quand on est une femme, genre de truc, parce que je crois que j'ai ça aussi, enfin, les peurs de faire le jeu du système entre gros guillemets,
voilà, une femme qui fait du porno, c'est risqué au sens, si je fais un truc, si comme tout est une construction sociale, je vais forcément réviser des codes qu'on a créés pour nous soumettre, et du coup c'est la merde. Je pense que c'est pareil, sûrement si on veut faire un truc, comme tu as dit, je pense, je sais plus comment tu as formulé ça, mais que si tu fais une histoire homo, ça se trouve, les homos n'aimeraient pas, ou ça donnerait une mauvaise image des... Oui, mais je dirais qu'au bout d'un moment, j'en ai rien à battre. Voilà. Mais je pense que c'est compliqué de se... Soit on se limite au bout d'un moment en disant je veux tellement être politiquement correct, je veux jamais froisser personne. Dans ce cas-là, on ne fait plus rien. Voilà. Je pense que Pasolini n'a jamais été très correct avec l'image de personne, par exemple, mais il a fait une œuvre magnifique. Donc, si on veut essayer à son propre niveau de faire un truc, à un moment donné, il faut essayer justement de se débarrasser au maximum, et justement c'est là où je dis se faire confiance à soi-même, parce que quand on écrit, si on écrit bien et si on écrit justement, on ne peut pas se mentir au bout d'un moment. On fait quelque chose qui nous ressemble, donc si on essaye de ne pas être un connard dans la vie sociale, il est probable que ça se verra à terme dans ce qu'on écrit aussi. Ouais, après, tu as aussi une différence quand même entre faire le jeu du système, soit complètement inconsciemment, comme la plupart des auteurs de BD qui placent des clichés parce qu'ils ont l'habitude d'en voir, aussi faire le jeu du système par ambition commerciale, donc typiquement la pratique des produits d'appel féminins. Et tu as une autre chose qui est, je pense, on est d'accord là-dessus, c'est de prendre le risque de faire le jeu du système en étant authentique et en étant déjà sensibilisé, c'est-à-dire qu'on sait quand même à quoi on s'expose, on sait quand même ce qu'on risque de faire, et on a éventuellement un discours dessus, quoi. Et on peut aussi, je dirais, utiliser ces codes pour les détourner. Oui. Pour les mettre, pour les faire tourner, je dirais, et les interroger en même temps. Voilà. Je ne tirais pas le discours inversé des points. Après, je trouve que, je crois que je suis pas si d'accord, parce que je sais pas. Parce que je trouve qu'on a en tant qu'auteur, ou en tant que on a une forte responsabilité sociale aussi. Et que du coup, il faut toujours quand même penser, ça dépend qui on veut froisser. Parce qu'il y a le truc d'être sincère, mais je pense aussi que c'est... être sincère et analytique, c'est-à-dire on peut à la fois, il y a toujours dans l'écriture, il y a deux moments, il y a le moment du jet en fait, où il y a des idées qui sortent, etc. Et après, une fois qu'on a cette masse informe sur la table, on commence effectivement à essayer de lui créer un ordre, et c'est le moment où on s'interroge en disant ah oui mais attends là, non ça c'est pas, non finalement ça j'ai pas envie. Et c'est plutôt de l'intuition qu'autre chose, se dire non mais ça risque de donner un sens, sans parler de message, mais le sens profond de ce que je raconte, j'assume pas. Ça, c'est autre chose. Entre le sens et les intentions, enfin voilà, c'est pas parler de message, c'est parler de sens profond, en fait. C'est complètement deux choses pour moi. Les histoires, elles proposeront toujours un point de vue sur quelque chose. Il faut que tu sois raccord avec, mais tu pourras pas avoir un point de vue qui... Je suis d'accord qu'on puisse s'en foutre du message, enfin pas avoir de message ou se dire tant pis, chacun y trouve, mais le sens, il faut être conscient et faire gaffe. Tout à fait, c'est pour ça que je disais jeu du système. Enfin, je pense qu'il faut... Comme il y a toute, je dirais, toute une école, entre guillemets, du scénario que je dirais post-bessonienne, qui consiste à coller des stéréotypes les uns à côté des autres, juste parce que c'est cool, et les flics ils sont comme ci, les machins ils sont comme ça, et en fait, au bout d'un moment, on regarde, mais c'est terrifiant, parce que ça fait juste circuler du stéréotype, et il y en a beaucoup en bande dessinée qui travaillent comme ça, et ils balancent du stéréotype à la page, avec des bonnes blagues, normalement, et à la fin, ça donne un truc, on est là en disant, mais c'est pas possible, on peut pas, c'est pas cautionnable, quoi, cette horreur. Parce que le type, enfin, la personne qui a écrit ça, c'est pas du tout interrogé sur le sens profond, elle a juste essayé de faire un truc cool. Mais au final, non, c'est pas cool, c'est juste... C'est du crépi, quoi. T'as pas la maison dessous, quoi, qui tient. Non. Moi, j'ai eu un truc comme ça une fois. On m'avait proposé de participer à une série du style, vous voyez un peu tout ce qui est sorti, genre les blondes et tout ça. Donc dans le même genre, il y a eu les socialos. Et on m'avait proposé de participer à ce truc-là. Donc sur le coup, j'avais besoin d'argent, c'était relativement bien payé. J'ai dit, bah ok, ça va mieux maintenant. J'ai dit, ok, envoyez-moi le scénar. Et ils m'ont dit, le dessinateur nous a fait une planche et ensuite il nous a lâché, donc on a besoin d'un autre dessinateur. J'ai dit ok, et donc j'ai vu la première planche, et il y avait, donc c'était sur Royal, et il y avait à la fois une blague sexiste, une blague homophobe, une blague raciste. Combo. Enfin vraiment, en une planche, il y avait tout, et tous les clichés possibles, et en plus c'était moche. Enfin vraiment, il y avait la totale, et donc j'aurais dit bah... Et c'était financé par un groupe de droite français. Voilà. C'est sorti ça donnait quelque chose Écoute, je sais pas, mais j'espère que non. C'est possible, il y a eu tous les... Ah oui, il y a eu tous les dérivés possibles. Ouais, non, c'était vraiment terrible, quoi. C'était Royal chez le coiffeur homo évidemment, Royal en pétasse superficielle et qui se... Enfin je sais plus, il y avait une histoire sur un chauffeur noir, enfin, bon, tout y était quoi. Et un comptable juif.
Il devait être à la page suivante, celle que je devais faire. Et en plus, est-ce que c'est pas déjà finalement refuser l'invisibilité de certaines catégories, les homosexuels, les femmes aussi, est-ce que c'est pas déjà aussi faire quelque chose, peut-être que ça vaut le coup de prendre le risque, du coup, à partir du moment où on sait qu'on veut faire les choses à partir de ce point de vue neuf, relativement neuf, et quand même, il a déjà une portée politique en soi. Oui, je suis complètement d'accord. Ouais. C'est vrai que tu disais, à propos de la BD pornographique vulgaire, justement, il y a quelque chose d'assez intéressant parce que c'est quand même de l'y représenter jusqu'à maintenant. Oui. Enfin, il y en a, il y a, mais c'est en fait, moi je parle plutôt de BD pornographique littéraire en fait. C'est-à-dire, voilà. Genre à la Manara. Pas non, Manara, je suis pas fan. Non, mais justement l'équivalent voilà, d'un Empire d'essence ou des choses comme ça en fait. De dire, voilà, essayer de faire un truc qui soit pas purement genre ça baise. Parce que ça existe, il y en a, il y a des fanzines, il y a plein de trucs où c'est essentiellement du cul. Et, mais avec un scénario derrière, avec une réflexion sur la sexualité, sur la pulsion, sur tout ce qu'on veut. Après, c'est ambitieux, mais je sais pas si j'arriverai à le faire. On verra. Et donc, excuse-moi, je me souviens plus de ta question. Y représenter Oui. C'est pas vraiment. Enfin, en bande dessinée, moi, je parlerais pas du sens de l'y représenter, mais plutôt de l'y raconter, en fait, que de l'y représenter. Parce que je pense qu'au contraire, il y a beaucoup de représentations. Dans le milieu homosexuel, du dessin homo, porno, érotique, machin, il y en a plein, quoi. C'est pas ce qui manque. T'en as même sur des affiches pour des soirées mousse. Voilà, mais. Et d'ailleurs, des fois, c'est très stéréotypé aussi, quoi. C'est plutôt du Tom of Finland, des mecs super baraqués avec des grosses bites. Donc voilà, après, mais jouer sur d'autres codes, sur d'autres pulsions, c'est ce qui m'intéresse. Jouer, parler aussi de. Enfin, notamment dans ce projet-là, il y a quelque chose sur le côté social, en fait. C'est-à-dire le mec un peu plus âgé, mais qui a du fric, avec le mec qui vient d'un milieu peut-être un peu plus défavorisé et qui a un peu moins de fric. Enfin, voilà, ces choses-là, en fait, qui sont souvent une espèce d'équation non dite dans certaines relations. Et pas spécialement dans le monde homosexuel, ça existe aussi dans le monde hétérosexuel, bien sûr. T'as pas l'impression que Ralph Koenig fait un peu ça? Ah si, mais non, Ralph Koenig fait autre chose. Lui, pour moi, c'est pas du porno. Non, c'est pas du porno, c'est au-delà de ça. Et ce qui est génial d'ailleurs, c'est que Ralph Koenig est l'auteur de bande dessinée le plus célèbre de son pays. C'est une superstar. Bah oui, tout à fait. Pendant des années, c'était le seul. C'est un très bon auteur. C'est un très grand auteur. Il a fait Les Nouveaux Mecs, Iago, plein de trucs. Il a été nommé Angoulême, enfin voilà. Ah, ça doit être ça, non, Dave Cooper. Ouais. Ah oui, Ripple Cooper. Donc ça, c'était celui dont je parlais, Ripple, qui est un chef-d'œuvre absolu que je vous conseille. Donc, les mauvaises langues disent qu'il a tout pompé à Bretécher en général. Ah oui, Ralph Koenig. Est-ce qu'il y a une couverture, tu vois? Ouais, face en allemand là. Allez, un peu d'allemand. Go to space. Je ne parle pas allemand. Et c'est extrêmement drôle. C'est vraiment génial. Non. Voilà. Donc, Mais voilà, c'est pas pour moi. Le centre du travail de Ralph Koenig n'est pas. D'ailleurs, justement, pour moi, un des meilleurs bouquins de bande dessinée jamais écrit autour de Shakespeare l'a été par Ralph Koenig, justement, Iago, qui est une espèce d'hommage parodique à l'œuvre de Shakespeare, qui est extrêmement drôle. Je connais pas ça, tiens. Ah, j'irai voir. Ok. Et peut-être tu parles pas je crois que tu as ton train à 18h04. Je crois, je sais pas te dire. Non, ça va. Je vais aller voir. Au final, en vous intéressant à ces questions, vous pouvez pas que vous avez vraiment une approche politique et quasi militante. Vraiment militante. En fait. Je dirais qu'on est en train de devenir. Enfin, moi, j'étais pas spécialement militant, je faisais mon petit truc dans mon coin. Je pense que ce qui s'est passé récemment a verrouillé le truc. De vis aussi. Comme si le boulot n'avait pas été fini en fait. Mais le boulot, il est toujours à faire, je pense. Non. C'est ça le truc. On a eu
un petit temps, enfin, moi je sais que j'ai eu un projet qui a été fait. Quoi. C'est toujours à faire, c'est toujours à refaire en fait. Enfin, étant faisant pas partie d'aucune minorité, parce que je suis un mâle blanc hétéro, un peu riche, enfin, moi j'ai tout un peu rond, mais enfin, c'est même pas. Enfin, tout t'es roux, du coup, jamais. Non, vas-y. Non, j'ai rien, et du coup, je me suis dit, bah, c'est bon, les hommes, ça va. Non, je savais pas qu'ils peuvent pas se marier même. Et puis, bah, les femmes, enfin, c'est pas, elles sont heureuses. Et du coup, en tout cas, la mienne. En grandissant, je me disais, par exemple, il y a encore du chemin. Le plus dur est fait, on ne l'applique pas les homosexuels en France. Pas en France. Ouais. Enfin, ou alors Pas en on a France. le droit de le faire et quand c'est fait, c'est mal vu. C'est mal vu. Donc, je me disais, voilà, les combats sont gagnés. Maintenant, on trouve qu'il y a des subtilités et qu'en fait, ces subtilités ne sont pas des subtilités, mais sont en fait les bases qui Non, sont puis ouais. Ah oui, la loi protège, mais on ne donne pas de droit, etc. Et du coup, ouais, il y a eu les trucs dernièrement, ouais, je pense qu'on réveillait pas mal de gens. Un terreau qui était prêt à flamber, qui se réveille, et du coup, c'est les méchants aussi. Du coup, c'est Au-delà de la loi, il y avait aussi un gros travail à faire sur les mentalités. Bah, complètement, ouais. Et qu'il fallait continuer à. Mais le côté de la bataille est gagné, c'est un truc d'américain, ça. C'est un côté de film où à la fin il y a un happy-end. La bataille elle est permanente. Il y a qu'à voir en Espagne, effectivement, sur les lois. Et la bataille n'est pas gagnée. Et, Il faut rappeler quand même que la procréation médicalement assistée n'a pas été votée, donc ils ont gagné. Parce qu'en fait, justement, c'était peut-être leur but. C'était ça qu'ils voulaient le mariage. Et justement, ils ont gagné là-dessus. Actuellement, du coup, le gouvernement est frileux et le sera probablement dans les 10 prochaines années, même s'il reste au pouvoir. Et c'est clair que c'est pas la droite qui va aller monter au créneau là-dessus. Et il y a toute cette espèce de machin, je ne sais pas même quel mot d'utiliser, débile autour du genre, qui est devenu une espèce de drapeau sur lequel on crache. Alors que quand même, vous êtes bien placé pour le savoir, le genre n'est qu'un outil. C'est comme si, un outil intellectuel, c'est comme si on disait la théorie de la démographie. C'est exactement la même chose. Effectivement, la démographie, ça n'existe pas, mais c'est un ensemble de données qu'on collecte pour étudier quelque chose. Le genre, c'est la même chose. Ils veulent enseigner ça dans nos écoles. On peut être d'accord ou pas avec le résultat de l'analyse, mais là on est en train d'essayer de casser l'analyse en disant mais non, mais c'est biologique, les femmes elles naissent avec des jupes, enfin voilà, donc on arrive quand même à un point d'absurdité, donc comme on en parlait tout à l'heure, et il ne faut pas oublier que les groupes catholiques ou réac, etc., ont déjà fait le même coup avec Darwin il y a un siècle, que Galilée a été réhabilité de façon extrêmement récente sous Jean-Paul II. On a enfin reconnu officiellement au Vatican que la Terre tournait autour du Soleil. Donc voilà, ces groupes-là ont déjà un grand problème avec la science. Et il faut le rappeler, on se fout de la gueule des créationnistes aux États-Unis, mais on n'en est pas si loin malheureusement chez ces gens-là. Bienvenue. Oui, puis... Enfin, lors de cette soirée au ministère des droits des femmes, justement, il y avait plusieurs anciens ministres des droits des femmes qui étaient présentes. Et l'égalité en France aujourd'hui, en droit, homme-femme, elle existe. En droit, elle existe. C'est-à-dire qu'il y a tous les décrets, il y a tout ce qu'il faut. Enfin, il n'y a aucun souci au niveau légal. Mais le problème, c'est qu'à un moment, une loi, pour exister, elle doit être précédée, en fait, d'une application, d'une conscience. Ouais, c'est ça. Donc, oui. Non, le plus important après, c'est de trouver les moyens de faire bouger là. Il ne faut pas oublier que par exemple en France, on a une particularité grammaticale qui fait que s'il y a 1000 femmes dans l'assistance et un homme, on dira il. Ouais. J'ai remarqué, en fait, le truc de la loi est passé, ça m'embête un peu parce que c'est un peu comme dire on a gagné. Du coup, de dire on a gagné sur le plan de la loi, donc du coup changeons les mentalités. Et je trouve que c'est toujours un peu risque de dire bon, bah, du coup la loi, on ne touche pas par la PMA. Alors que je pense que le diable se cache un peu dans les détails. Il y a un truc qui m'a toujours perturbé, c'est récemment que j'ai mis le doigt dessus, c'est il y a quelques années au lycée, ça me perturbait vraiment, parce que j'étais déjà un jeune homme chétif, pas vraiment spécialement masculin, pas spécialement gay, et il y avait un barème différent en sport selon qu'on était des garçons ou des filles. D'accord. Et ça m'avait toujours perturbé parce que du coup, moi j'étais en position de dominée, parce que j'étais parmi ceux qui sont censés avoir des hautes performances sportives, mais du coup qui ne les atteignaient pas. Du coup, j'étais jaloux des filles qui, elles, on leur demandait beaucoup moins. On leur demandait beaucoup moins parce que... Après, c'est un petit peu différent. Enfin, je pense que c'est une problématique un tout petit peu différente parce que là, on joue sur des paramètres biologiques. De fait, la majeure partie des filles... qui sont de plus en plus critiquées, justement. Le fait que les femmes soient moins fortes biologiquement, et précisément l'argument des misogynes, enfin des sexistes,
et qui me semble de plus en plus critiqué. Et enfin, ce que je mets dans là, c'est que ce barème-là, il est institutionnel. Oui, mais enfin, je sais pas, mais de fait, il y a tout un débat à faire. Moi, je suis absolument pas spécialiste, je suis absolument pas médecin, biologiste ou quoi. De fait, dans la plupart des disciplines, les disciplines qui impliquent une grande force musculaire ou des choses comme ça, il est absolument nécessaire que. Enfin, moi, j'y pense en fait dans ma pratique des arts martiaux. Je fais du Krav Maga. Et de fait, je constate à entraînement égal, voire à entraînement supérieur pour les filles, les disparités des performances physiques qui demeurent. C'est-à-dire qu'il y a des exercices que je ne peux pas faire, même avec un entraînement maximal. Il y en a que je ne peux pas faire, simplement. Parce que mes bras ne peuvent pas porter mon poids, par exemple. C'est des trucs, j'ai beau m'entraîner, j'ai beau faire des pompes, ça change rien. Et donc, il est absolument nécessaire qu'il n'y ait pas le même barème pour... que notamment les passages d'examen se fassent par gabarit. Et je sais que si je me retrouvais face aux gabarits plus élevés qui donc sont des hommes, chez nous en tout cas, les passages de grade ne sont pas par sexe, mais par gabarit. Or, les petits gabarits sont des femmes. Alors, il y a un petit asiatique avec nous. Moi, ce qui est là, c'est que ces barèmes-là, ils sont imposés aux enfants. Oui. Et donc, justement, les études... Ça devrait peut-être plutôt être par poids dans ce cas-là. Aux enfants, ça fait vraiment le truc. Les filles, attention, vous préparez toute votre vie, vous serez plus faible que les hommes. Ça, oui. Sans se dire, au fait, si jusqu'à 15 ans, on va faire les mêmes barèmes, et puis on va voir. Après, on est aménageur, mais on va voir si finalement ça va pas. Ouais. Et puis Ça, c'est aussi, pour avoir été également une crevette de 15 ans qui pesait 50 kg pour 1m80, c'est vrai que c'est genre, mais t'es pas un mec, tu peux pas être un mec. Tu vois, si t'as pas des muscles, si tu développes pas de la puissance musculaire, t'es pas un mec. Il y a vraiment ce côté-là en fait, alors que voilà, il y a différents types de corps, il y a différents types de morphologie. Moi j'aurais pu faire 15 heures de sport par jour, ça m'aurait pas changé le fait que j'aurais continué à peser 50 kilos. Voilà, donc, et du coup on essaye de formater sur une image idéale de l'homme ou de la femme qui est, voilà, le mec ça doit être Johnny Weissmuller justement, ou le truc machin, tu vois. Et moi je crois pas au sport. Ouais. Donc biologiquement, effectivement, je crois qu'il y a une réalité biologique entre les hommes et les femmes, mais aussi en termes de fibres musculaires ou ce genre de choses. Je suis d'accord. Et ce que tu dis, j'ai pas envie Enfin, toi là, si on se bat, tu me défonces la gueule. Non, mais toi. En termes d'évaluation, pour un bac. Bien sûr. Mais je parle plutôt de, comment dire, du côté. Enfin, moi, c'est des souvenirs aussi que tu as peut-être vécu, d'avoir un prof de sport en face de toi, alors qu'effectivement, tu vois. Tu as des. Enfin, moi, j'avais une morphologie de garçon limite anorexique, sans l'être vraiment à l'époque en plus. Et effectivement, j'avais pas de bras. Enfin, autant qu'une fille, mais j'avais pas de bras. Et d'avoir un prof de sport disant, mais t'es pas foutu de soulever ton poids, mais t'es pas un mec, t'es une fillette. Et c'est ce discours-là, en fait, moi, que j'interroge plutôt. C'est ce discours de prof à l'ancienne d'une école catholique, je tiens à la rappeler, qui était là, en fait, avec un côté, voilà. Si t'es pas capable de faire ça, t'es pas un homme, en fait. Et là, effectivement, il y a un véritable problème quand on est dans un système éducatif. Absolument. C'est effectivement plus en termes de gabarit. Moi, quand on me faisait faire des barres asymétriques, je faisais déjà 1m75. Je peux dire que les filles touchaient par terre. Je me retrouvais à faire des barres parallèles qui sont déjà violées. Oui. Je pense que là, c'est vraiment en termes de genre que... Sans doute, oui. Bah, après, mais il y a quand même des attentes et des stéréotypes. Moi, je parle plutôt des stéréotypes du discours, en fait. Voilà, de dire. Des activités elles-mêmes d'ailleurs. Faut qu'on y aille. On va vous faire le train. On peut peut-être finir sur si vous avez juste une dernière chose à dire que vous voulez absolument dire. Bah, merci. Merci de nous avoir accueillis. Carrément. Merci.